Bonjour tout le monde, mon nom c'est Xavier Manta. Je vais être l'animateur pour la prochaine demi-heure pour cette table ronde avec les auteurs fantastiques Tricia Lauzon et Julien Poirier-Godon. Donc bonjour à vous deux. Bonjour. Ça se passe bien le Salon du Livre jusqu'à maintenant? Oui, ça se passe bien. En fait, c'est une merveilleuse expérience, Salon du Livre de l'Abitibi, là. Heureux d'entendre ça. Et la même chose, c'est vraiment un très, très beau salon. On est vraiment bien accueillis et il y a beaucoup de lecteurs qui avaient hâte de voir des gens. C'est vraiment le fun. C'est des bonnes nouvelles. Donc, je vais présenter vraiment brièvement vos œuvres. Donc, pour Julien, comme je vous disais, c'est deux auteurs fantastiques. On a Abrano. Il y a 2 tomes d'Abrano. Puis, du côté de Tricia, on a La descente interdite, qui est rendue, si je ne me trompe pas, à 4 tomes. C'est bien ça. Je montre la première ici. Donc, voilà, je vais vous laisser peut-être, pour ceux qui ne vous ont pas lu encore, peut-être faire un petit résumé là, de ce que vous faites. Je vais lire la 4e de couverture parce qu'elle résume bien l'histoire. De nombreuses fois déjà, l'ombre a tenté de recouvrir les terres de l'accord. Donc, l'accord, c'est l'univers global de ma fantasy. Dans les guerres d'autrefois, les géants et les fées ont combattu les créatures de l'ombre, des ténèbres, mais cela n'a pas suffi. C'est maintenant au tour des humains d'affronter cette terrible menace. Alors, Abrano a entendu ces légendes. Un grand chasseur et il sait reconnaître les signes du danger. C'est en voulant traquer un grand cerf que sa vie sera bouleversée à jamais. Alors que tombe la lumière, les arpires, monstrueuses créatures envoyées par les forces malveillantes du Nord, lanceront l'attaque. Au sein du gouvernement, chez les humains, les partis ne s'entendent plus. Certains croient que l'ombre n'est qu'un souvenir. Or, elle est bien réelle, prête à frapper de nouveau. Donc, on a vraiment un roman belle fantasy classique dans un grand univers élaboré là, depuis de nombreuses années. Donc voilà, une belle œuvre. Intéressant, de nombreuses années. On va y revenir à ça. Parfait. Et pour moi, c'est La descendance interdite. Donc, les 2 premiers tomes, c'est une duologie avec Kathleen la protégée. Donc, ce que j'ai voulu faire, c'est d'aller chercher un univers fantasy où on pourrait aller par duo. Pourquoi par duo? Parce qu'il y a des gens qui ne veulent pas nécessairement embarquer dans 4-5 livres. Donc, avec les miens, on a le premier duo, l'histoire de Kathleen, qui est complet à la fin du tome 2. On est dans un univers où les gens qui ont un pouvoir magique sont en train de disparaître graduellement. Donc, on impose des règles. Mais Kathleen, elle, ce qu'elle veut, c'est qu'elle veut vivre l'aventure. Elle veut rentrer dans l'armée. Et finalement, elle va vivre un peu plus d'aventure que ce qu'elle avait prévu au départ. Donc, on est dans un royaume où il est subdivisé en 5 seigneurs et ils se font attaquer par le sud. Donc, ils ont besoin de se réunir ensemble. Mais naturellement, aucun des seigneurs n'est prêt à céder des pouvoirs aux autres. Donc, Kathleen, elle va avoir des missions diplomatiques. Et quelques années plus tard, si on a aimé l'univers de La descendance interdite, on poursuit avec Adaline de Garçois. Adaline, qui est une descendante de Kathleen, qui, elle, ne veut pas être une guerrière et ne veut surtout pas de son pouvoir magique parce qu'il va être très puissant et très destructeur. Mais comme tous ceux qui ont lu du fantasy, elle n'avait pas lu, on sait très bien qu'on ne peut pas réprimer nos pouvoirs magiques. Donc, éventuellement, ça finit par sortir et la colère va faire en sorte que ça va sortir non contrôlé. Merci beaucoup pour ce beau résumé. Moi, je m'intéresse beaucoup, pour tous les genres littéraires, au processus de création beaucoup. Puis, je vous entendais faire le résumé, puis à peu près dans tout ce qui est fantasy, on a un univers qui est assez bien développé. Moi, je me posais la question, pour vous, dans votre processus de création, c'est quoi qui vient en premier? Est-ce que c'est cette construction de cet univers-là, qui n'existait pas avant, mais que vous avez créé, ou plutôt le récit à l'intérieur de cet univers-là? Puis comment qu'on crée cet univers-là? En écrivant le récit ou on l'imagine d'abord? Tu sais, je t'entendais tantôt, tu disais que ça t'a pris des années concevoir cet univers-là, donc je vous écoute. Bien, moi, de mon côté, c'est vraiment le récit lui-même. Donc, plus l'histoire avançait, plus j'essayais de comprendre ce qui se passait. Kathleen, tranquillement, pas vite, j'ai réalisé que dans ses missions, elle devait avoir des missions diplomatiques. Donc, mon univers s'est formé pour que je puisse avoir les 5 seigneuries subdivisées dans le fond, là. Donc, plus ça allait, si elle avait besoin de parcourir une forêt, bien, la forêt se rajoutait sur ma carte. Donc, moi, c'est vraiment le récit qui a amené l'univers à se former peu à peu au fur et à mesure de mon écriture.
Donc, c'est vraiment le besoin de l'histoire qui t'a amené à, justement, repousser le brouillard qui était autour de... Exactement. Puis même avec Adaline, donc avec Caitlin, on avait tout le royaume du Nord, mais Adaline va se faire enlever par l'ennemi qui a été vaincu au départ, et elle va se faire enlever plus loin que le royaume du Nord. Donc, c'est dans le tome 3 que j'ai moi-même découvert qu'est-ce qu'on avait au sud du royaume du Nord. Le royaume et l'univers se construit au fur et à mesure de l'écriture. Ben, tu vois, c'est ça. Moi, c'est vraiment le processus inverse. C'est-à-dire que je suis parti, j'ai comme décidé, j'avais plusieurs projets d'écriture dans ma vie. Puis à un moment donné, j'ai comme eu l'intuition de dire, OK, là, je cesse tous ces projets-là, je mets ça de côté, puis je repars un univers à l'an zéro, là. Fait que je suis parti à la source, si on veut, de la création de l'univers. Et j'ai développé des milliers d'années de mythologie avec plusieurs, finalement, histoires qui sont à travers ça. On en vient quand même à écrire plusieurs histoires dans la création de l'univers. Mais j'avais déjà dépassé l'époque d'Abrano quand j'ai décidé de faire le roman d'Abrano. De revenir sur lui à ce moment-là. Oui, c'est ça. Là, j'avais besoin d'écrire un roman. Là. Ça faisait des années que je faisais juste de la création d'univers. Puis là, je me suis dit, bon, là, je vais faire un roman. Mais je savais déjà les grandes lignes. Mais c'est juste qu'Abrano, dans ma mythologie, son nom apparaît peut-être 2-3 fois, là, parce que ça passe très, très vite, des fois, sur les événements. Mais là, en allant faire le roman, ben, tu précises énormément ce que tu fais. Mais le décor était déjà très bien établi. À la Tolkien un peu, là, que lui, il s'est construit vraiment un univers... Ben écoute, c'est ça, j'ai étudié Tolkien, en fait, là, c'est pas à l'école que j'ai étudié ça, là, c'est vraiment, j'ai lu ses lettres aussi, sa correspondance, il parle beaucoup de comment il construit son propre univers, ses propres erreurs aussi, là, donc j'ai beaucoup appris, lui était comme à un moment donné, j'aurais jamais dû faire ça dans tel ordre, puis fait que tu t'inspires, tu apprends de ceux qui sont passés avant, là. Tolkien, pour ceux qui ne savent pas, c'est l'écrivain de Seigneur des Anneaux, le Hobbit, etc. J'ai l'impression avec le fantastique, ce qui est le fun, c'est qu'on peut se permettre... C'est comme s'il y avait moins de contraintes. C'est comme un genre littéraire qui a pas beaucoup de contraintes. Là. Je sais pas si je me trompe, là, mais puis moi, si j'avais à écrire du fantastique, ça serait pour ça. À cause de la genre de liberté qu'on a, on peut inventer des mondes, des monstres, des pays, Est-ce que c'est un peu pour ça? Pourquoi vous écrivez du fantastique, en fait? Oui, une liberté, ça c'est clair. C'est pas à cause de ça que j'écris du fantastique, parce que j'ai toujours lu du fantastique et du fantasy. C'est vraiment ce qui m'attire le plus. Donc, on va vers là à ce moment-là. Quand on aime une catégorie de lecture, ben on écrit dans cette catégorie-là. Mais c'est vrai que c'est une liberté incroyable, parce que comme dans les miens, je voulais créer un terme qui existait pour dire, ben les gens qui ont un pouvoir, ils vont s'appeler d'une certaine façon. Ben on l'invente, tout simplement. Ce qu'on ne peut pas faire si on fait une histoire qui se passe de nos jours ici, sur Terre, mais on doit prendre les termes qui existent, on doit faire les recherches qui vont en conséquence. Donc là, on peut s'en permettre un petit peu plus, effectivement. C'est vrai qu'il y a beaucoup de possibilités dans la fantasy, puis peut-être que même un des pièges, c'est de rester cohérent, là, parce que veut pas quand on met en place des pouvoirs magiques, il y a un peu une hiérarchie là-dedans de force. Puis c'est comme, faut connaître la physique de notre univers et la respecter. Fait que si dans ton univers, des gens peuvent voler, c'est correct. Mais il faut ensuite que tu prennes toujours en compte les éléments que tu as mis en place. C'est ça, pour que ça reste vraiment cohérent. Mais en même temps, c'est ça. Toutes les possibilités sont là dans la fantasy. Et il y a aussi, je sais pas pour toi, mais il y a je trouve une notion intéressante, c'est de pouvoir parler de sujets qui sont des sujets d'actualité ou de ce qu'on vit vraiment dans notre monde réel, d'une façon peut-être imagée ou une forme de métaphore dans la fantasy, que ce soit le pouvoir, le pouvoir étant souvent un thème très connu. Très présent. Très présent. Mais l'ombre, la lumière, finalement, qui nous habite tous en chacun, mais là, s'illustre dans un univers. C'est intéressant pour ça aussi. De ton côté, Tricia, est-ce qu'on essaye aussi de peut-être faire une métaphore de ce qu'on voit aujourd'hui de nos jours, un peu? J'ai fait un parallèle avec... plus dans l'histoire d'amour, dans le fond, parce que j'ai une histoire d'amour dans la trame aussi du fantasy. Puis j'ai voulu faire un parallèle avec de nos jours. Donc, c'est sûr que Caitlin, la première fois qu'elle tombe en amour, ben
c'est le grand amour jusqu'à temps que finalement, elle va retomber en amour un peu plus tard avec quelqu'un d'autre. Donc, je me suis dit, ben on va juste inclure que finalement, la fois qu'elle va vraiment tomber sur son âme sœur, mais là, elle va le savoir, il y aura vraiment zéro doute, tu sais. Fait que c'est le petit parallèle que j'ai fait avec notre monde d'aujourd'hui. C'est parallèle romantique. Quand même, un petit peu. Je me suis gâtée là aussi. Moi, j'ai été vraiment content d'ouvrir les livres puis de remarquer qu'il y a une carte. Parce que j'adore ça. C'est comme, dès le départ, ça nous montre un peu dans quel univers qu'on est. Bon, il y a des forêts, peu importe. Est-ce que c'est vous qui avez dessiné cette carte-là pour chacun? Oui, de mon Regardez côté, c'est moi qui ai fait la carte, que j'ai faite au fur et à mesure. Puis je suis contente que tu dises ça parce que moi, quand j'achète du fantasy, tu sais, la couverture nous attire, le résumé est intéressant, mais moi, je vais voir s'il y a une carte. S'il y a une carte, là, c'est sûr que je l'achète, le livre. Là. C'est comme, ça me gagne déjà en partant. Oui, c'est ça, il y en a une carte là aussi, fait que je vais pouvoir aller voir. Je sais pas si tu l'avais vu. Juste Puis pour ça que je l'ai comme bâti au fur et à mesure, comme je disais. Tu sais, comme à un moment donné, elle traverse un territoire que c'était censé être juste de la forêt. Mais dans mon histoire, finalement, il y avait une plaine avant d'arriver à la forêt. Fait qu'il a fallu que je change un petit peu ma carte parce que là, ça marchait pas dans l'histoire. Fait que c'était plus pratique. Adapter la carte à l'histoire et des fois l'histoire à la carte, là, c'est... J'ai l'impression que c'est le contraire. Mais peut-être que je me trompe de ton côté. De mon côté, la carte, c'est faite, oui, beaucoup au début. Mais c'est sûr que on a un bout de la carte, là. Fait que... Puis dans le tome 2, c'est encore plus large. Mais même dans le tome 2, on voit pas tout l'univers. Mais oui, en gros, je fais la carte en premier. Mais en même temps, en faisant la carte, moi, en tout cas, personnellement, ça me donne beaucoup d'intuition sur ce qui va se passer. Vraiment, juste, je la dessine et je vois tranquillement des histoires se réaliser finalement dans mon esprit. Là. Mais oui, oui, j'ai dessiné la carte. Pour la remettre à l'ordinateur, par contre, ça, c'est notre illustrateur qui a vraiment pris mon graphique. Il l'a assez bien respecté. Mais il a donné sa petite touche d'expert aussi, là. Fait que c'est bien. Faites comme le brouillon, le premier jet de... Mais si je vous montrais une photo de ma carte dessinée, vous trouverez qu'elle est bien faite aussi. Elle est belle, mais c'est que lui, c'est la coche, tu sais. J'imagine que pour écrire de la fantasy, du fantastique, il faut être fan de ce genre-là. J'ai envie de savoir un peu c'est quoi vos inspirations. Au Québec, par exemple, moi, j'étais un gros fan de Amos d'Aragon quand ça a sorti. J'étais encore un fan du Seigneur des Anneaux. J'ai pas lu les livres, par exemple, mais les films, etc. C'est quoi un peu vos inspirations? Ben moi, le Seigneur des Anneaux, je les ai tous lus avec les Hobbits. Beaucoup plus de descriptions, par exemple, mais ils sont vraiment bons. J'ai essayé de les lire une couple de fois. On passe les chansons un peu rapidement, là, mais non, c'est vraiment bon aussi parce que c'est vraiment dans le détail. Les Chevaliers d'Émeraude, Amos d'Aragon, Eragon aussi, que ce soit l'Épée de Vérité, Fille de Lune. Dès qu'il y a des univers là, qu'on allait, moi, le fantasy, là, c'est clair, c'est mes lectures préférées. Ah oui, ben écoute, t'en as lu probablement plus que moi. Je te nomme juste ceux que je me souviens vite fait, là, mais c'est moins de 25 %. Là, j'en ai lu plus Oui, que c'est ça. ça, exact. Moi, oui, j'en lis. J'en ai pas lu des tonnes, mais ceux que j'ai lus m'ont vraiment marqué, ont changé ma façon de voir les choses. Mais Tolkien, je ne le cacherai pas, je l'ai étudié, là, comme je t'ai dit, puis c'est... Seigneur des Anneaux, je peux le prendre n'importe où, là, puis juste lire un passage pour me ressourcer. Là, puis c'est ce que j'ai essayé de faire un peu dans Brano aussi, créer ce sentiment de bien-être quand on lit un livre. C'est ce que moi j'ai ressenti dans Seigneur des Anneaux. Mais sinon, Guy Gabriel Kay aussi, un très bon auteur de fantasy, qui fait plusieurs... Ses projets, c'est des univers différents d'une fois à l'autre. Mais qui est un auteur, je trouve, qui est capable de nous amener dans des moments très intenses émotionnellement. Par rapport au Seigneur des Anneaux, on a peut-être plus une espèce de recul là, sur l'histoire, là, si on veut. Mais j'aime bien la science-fiction aussi. J'en écris pas vraiment encore, en tout cas, mais ça donne des visions très intéressantes. C'est des réflexions très profondes, sociologiques, souvent, la science-fiction. Puis je trouve que ça commence à imprégner mon univers. Ça paraît que j'en ai lu dernièrement, disons. Peut-être un jour un projet de science-fiction. Ben, mon univers est assez modulable, si on veut, puis j'ai pas de date de fin, là, si on veut, dans la création. Fait que ça se peut que ça s'en aille un moment donné vers quelque chose qui rappelle la science-fiction, en fait.
il me vient une question. Est-ce que tu penses que l'ensemble de ton œuvre littéraire, ça va reposer un peu sur cet univers-là que ça fait des années que tu construis? Je vais certainement pas changer trop vite, parce que justement, ça fait 10 ans que je le construis, là, fait qu'on va s'en servir. Mais j'aime aussi, tu sais, j'ai des projets d'écriture qui sont peut-être un peu plus... C'est peut-être un peu plus personnel, je sais pas trop, là, mais mettons, là où je vis, c'est super beau. Puis j'aimerais ça peut-être un jour écrire sur cet endroit-là. Des projets comme vraiment, justement, différents. Ou un essai philosophique, mettons, des choses comme ça. Pour ce qui est de la fiction, je n'ai vraiment pas en ce moment le désir de changer d'univers, là. Toi, Tricia, t'es rendu à ta tome 4. Est-ce que ça va continuer pas mal longtemps? Non, pas longtemps. Je suis en train d'écrire le 5e qui va venir clore la série de la descendance interdite. Donc, comme je m'amuse toujours à dire, c'est que c'est avec la 5e qu'on va comprendre le pourquoi que c'était une descendante interdite, pourquoi il fallait pas se rendre là une fois qu'on va être rendu là. Donc, il va être trop tard. Je me suis amusée à écrire un roman d'amour avec des vies antérieures. Donc, ça devrait être lui, mon prochain, qui devrait sortir. J'ai en tête des romans policiers. Je ne sais pas si je serais capable d'être dans l'univers réel, mais j'ai comme des enquêtes en tête, puis j'ai comme le goût parce que j'adore lire du policier aussi. Fait que puis du science-fiction, je trouve qu'effectivement c'est proche du fantasy. Fait qu'il me semble, honnêtement, les idées y arrêtent pas là. Fait qu'on va voir. C'est les livres qui nous dirigent des fois. Fait qu'on va voir où ils vont nous amener. Moi aussi, j'ai plus le choix en fait. Mais est-ce que comme toi, comme moi, c'est-à-dire tu as trop de projets pour le temps que tu as d'écriture? Clairement. J'ai de la misère à écrire parce que je manque un petit peu de temps, mais j'ai à peu près 12 livres en attente de projets où c'est que j'écris, mettons, le prologue, chapitre 1, puis que là, je me suis mis plein de petits points que je voudrais aller, puis je me dis, quand je vais avoir le temps, je vais y aller. Mais on manque de temps. Mettons que j'écrirais 40 heures semaine, là, je pense que je vous en sortirais plein des livres. J'ai des idées plein la tête. Puis quand je m'amuse avec les élèves, puis je leur demande dans une conférence, tu sais, est-ce que vous connaissez le syndrome de la page blanche? Puis ils me disent tout, oui, oui, oui. Ben moi, non. Non, moi, je le connais pas, ce syndrome-là. Non, c'est le syndrome du manque de temps. Oui, moi aussi, j'ai pas de page blanche. Non, As-tu bien compris 12 livres en attente? Ouais. 12? Okay, ouais. Ouais. Bonne chance. On se disperse des fois un peu, là, mais on essaie de revenir de ce... J'essaie de faire un projet à la fois parce que je veux pas trop me lancer partout. Fait que là, mon idée, c'était vraiment de finir mon univers. Mais de temps en temps, je bifurque un petit peu. Est-ce qu'il faut absolument des méchants et des gentils ou le bien et le mal pour écrire le genre de roman que vous écrivez? C'est sûr que dans le fantasy, il y a toujours... Tu sais, on va toujours souvent dire, oh wow, on va parler d'un méchant, mais des fois, c'est pas nécessairement la personne qui est méchante. Il faut comprendre en arrière, il faut comprendre le pourquoi, qu'est-ce qu'il a fait, tu sais. Puis c'est une chose que j'explique souvent, c'est que même si j'écris pas dans l'histoire pourquoi il est méchant, moi, il faut que je le sache, pourquoi il a fait telle action, parce que peut-être que dans le fond, il y avait autre chose. C'est comme n'importe quelle guerre, là. Il y a toujours le héros, là, c'est celui qui a gagné à la fin, puis l'autre, ben, c'était le méchant, mais dans le fond, peut-être que vu de l'autre côté, c'est assez relatif, là. Donc, oui, il y a quelqu'un qui n'est pas d'accord avec l'autre. Ça, je suis d'accord. Mais après ça, le reste, on va voir. À un niveau métaphysique aussi, j'aime bien le thème de l'ombre et de la lumière est un thème très classique, mais j'aime bien considérer que l'ombre est une chose qui a besoin d'être éclairée. Donc, ultimement, il n'y a peut-être pas un mal absolu, si on veut, ou des ténèbres absolues, mais une espèce de... une chose à comprendre là-dedans qui va faire la lumière sur l'ombre. Donc, mais le bien et le mal, toute histoire qui implique du conflit, si on veut, de ce genre, c'est difficile de passer à côté, sauf que dans des histoires épiques. Sauf que dans la fantasy, moi, j'ai des projets dans mon propre univers où les personnages n'auraient pas nécessairement à vaincre un ennemi extérieur. C'est plus comme... Ils sont dans leur spot, c'est relativement relax, mais ils ont leur propre défi intérieur, des craintes. Tu parlais de vie antérieure tantôt. Ben, ils portent des empreintes, dans le fond, de vie qui peuvent les avoir affectés. Et c'est ces peurs-là qui sont à l'intérieur d'eux qui doivent, finalement, ils doivent transcender, mais pas parce que le pays est menacé ou quoi que ce soit. Fait que c'est un projet qui prend tranquillement naissance dans mon univers, mais que pour l'instant,
justement, on a un peu une liste de priorités. Donc, c'est possible d'écrire dans un contexte assez calme, mais que ça brasse à l'intérieur des gens, dans un univers fantaisique. Oui, en tout cas, je pense que ça vaut la peine de l'essayer, faire quelque chose avec ça. Ouais. Tricia Lauzon, j'ai lu les remerciements dans la tombe 4, puis vous parliez d'une duologie séparée, puis ça m'a piqué ma curiosité. Je peux savoir c'est quoi, s'il vous plaît? Bien, c'est ça. Dans le fond, c'est ce que je disais un petit peu au début quand j'ai présenté. Moi, je suis une grande lectrice, mais ma sœur, elle lit pas du tout. Puis elle m'a prévenu dès le départ que si j'écrivais une série de 4-5 livres, elle les lirait pas. Fait que j'y ai dit, mais 2, c'est correct, c'est un duo, 2. Fait qu'à la fin de Caitlin, son histoire est complète, puis on n'a pas vraiment parlé de la descendance interdite, même si c'est le sous-titre, mais l'histoire de Caitlin est complète, on est satisfait. C'est un peu comme Harry Potter à la fin du tome 1. Il y a eu la pierre philosophale, on n'en sait pas trop sur Voldemort, mais c'est correct, on n'est pas obligé d'aller plus loin. Fait qu'après ça, quand j'ai eu ma deuxième duologie, je suis retournée voir ma sœur, j'ai dit, c'est 2, tu peux en lire 2. OK, c'est le même univers, mais ça, c'est un détail. Fait que là, ben, je l'ai gagné. Elle est en train de lire le 4e. Elle ne sait pas qu'il y a un 5e qui s'en vient. Fait qu'à coup de duologie comme ça, je me suis dit, il y a des gens qui vont pouvoir aller chercher ce qui les intéresse. Moi, j'ai des gens qui ont acheté le 3 puis le 4 sans avoir lu le 1 puis le 2 parce qu'ils voulaient plus les histoires d'amour plutôt que l'histoire de guerre et tout. Donc, c'est correct. C'est sûr que ce qu'ils ont besoin dans le 3 puis dans le 4, quand ils ont besoin de quelque chose qui vient de Caitlin, je leur donne l'information, tout simplement. Puis je me dis, les fans de fantasy, bien, théoriquement, ils vont commencer par le 1 puis ils vont me suivre jusqu'au dernier. Ça m'éclaire, c'est clair. Est-ce qu'il y avait des questions dans la foule? J'en vois pas. Il nous reste un peu de temps. Pour ton cas, toi, Julien, est-ce qu'on pourrait commencer par le tome 2, par exemple? Non, tu serais complètement perdu. Mais en fait, c'était un livre qu'on a coupé en 2 parce qu'il était rendu trop volumineux. Je l'ai coupé à un endroit comme logique, sauf que le 2 commence exactement où le 1 finit, sans explication préalable. Mais par contre, il y a d'autres projets qui vont sortir dans mon univers qui sont... Il y a certaines trames qu'on voit dans Abrano qui se poursuivent. C'est pas parce que, mettons, l'histoire d'Abrano se conclut, si on veut, que l'univers est terminé. Et ces trames-là vont pouvoir finalement se retrouver dans les autres histoires. Mais ces histoires-là, comme Ryan, mettons, qui va sortir éventuellement, là, c'est une fille de 14 ans dans une autre région complètement, de nombreuses années plus tard. Mais il y a des personnages extrêmement puissants, finalement, dans Abrano qui ont affaire aussi, qui impactent, dans le fond, la vie de Ryan et qui l'amènent sur sa quête. Donc, mais tu peux lire Ryan sans avoir lu Abrano aussi. Fait que c'est un peu le même genre de principe où on suit le même univers avec des énigmes qui se poursuivent, mais on n'est pas obligé d'avoir commencé par un. Fait que ça fait des portes d'entrée différentes, finalement, pour nos univers. Là. Puis moi, je dis toujours que tu peux commencer par le 3, mais tu peux pas commencer par le 2. Parce que c'est le même principe. Le 1 et le 2 vont ensemble, le 3 et le 4 vont ensemble. Moi, j'ai quelqu'un qui a voulu acheter le 1 puis le 3, puis j'ai dit non. Tu peux pas, tu vas être déçu. Fait que c'est 1 et 2 ou 3 et 4, mais pas 1 et 3, ça marche pas. Le 5, ça va-tu être indépendant? Non, le 5, c'est lui qui va venir faire le lien avec toutes les autres. On pourrait lire juste le 5, mais là, on va parler de Caitlin, on va parler d'Adaline, on va vraiment comprendre ce qui s'est passé. Puis ce qui est intéressant, c'est que dans le 3 puis le 4, à un moment donné, il y en a un qui va parler d'une légende, de quelque chose qui s'est passé il y a 200 ans, mais dans le 5, on va comprendre, parce que là, on va savoir c'est quoi qui était vrai dans la légende, puis qu'est-ce qui était pas vrai dans la légende en même temps. Fait que je me suis vraiment amusée à jouer avec mes personnages un peu partout. Intriguant. Ça donne le goût de se lancer dans la lecture. Bien, merci beaucoup à vous deux, Julien et Tricia. Ça fait un plaisir. Puis, merci beaucoup. Bonne reste de Salon du Livre. Merci. Ben oui, merci. toi aussi. Bonne chance, toi aussi. Toi aussi.